Macha, il arrive. Mais il arrive où? Il arrive à Drancy. C'est où? Faut réserver La paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Le sionisme, il a été laïque et politique, porté par Théodore Herzl à la fin du XIXe siècle. Il est devenu aujourd'hui très largement messianique, biblique. Nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe et il y aura une grande délivrance dans tes murs. Donc l'idéal messianique passe d'un Sabbatai Tzvi à un Baruchia Rousseau, à un autre Jacob Frank, etc. Et la fidélité, la perfection pour eux, c'est d'aboutir à l'antéchrist. D'un cynisme insupportable. Je vais vous dire, je viens... L'interview avait débuté il y a quelques minutes seulement, il était 12h07 précisément, quand soudain, un manifestant a fait irruption devant les caméras. Vêtu d'un t-shirt, personne n'a pu lire ni comprendre les propos de cet individu. Mais pas nous, nous avons trouvé une photo où l'on y voit plus clairement le message sur le t-shirt. Sur ce cliché pris de l'intérieur du studio, on peut clairement apercevoir la personne levant sa main, assis sur la table du studio TV. Sur son t-shirt, il y a en fait écrit en anglais « Il nous reste 521 jours ». Mais de quoi veut-il parler? Une personne sur Twitter a dit que cette personne serait a priori un des militants du collectif Dernière Rénovation. D'un cynisme... Le XXIe siècle sera spirituel ne sera pas est une célèbre citation souvent attribuée à André Malraux. J'ai choisi cette citation quasi prophétique de l'écrivain et philosophe français Malraux pour débuter mon intervention et commenter ces séquences télévisuelles et politiques que vous venez de voir qui illustrent bien l'époque que nous vivons. Vous n'ignorez pas, chers amis, que la séparation du pouvoir temporel et spirituel en France est le résultat d'un long processus. Il y a eu toute une évolution politique et historique marquée par plusieurs étapes importantes qui peuvent remonter jusqu'à l'édit de Nantes en passant par la Révolution française de 1789 qui a abouti à la séparation du pouvoir temporel et spirituel avec, in fine, son emblématique loi de 1905 qui, officiellement, établit la laïcité en France, séparant l'Église et l'État. Donc rares étaient les interventions de personnalités publiques et politiques de premier plan qui se risquaient à réunir de nouveau ces dimensions à la fois politiques et religieuses dans un même discours public retransmis à la télévision. Sauf bien entendu l'inénarrable Jacques Attali, dont c'est la spécialité depuis de nombreuses années de mélanger politique, dimension prophétique et messianique. La déclaration que vous venez de voir avec Jacques Attali, un petit peu plus jeune, parlant ouvertement de l'arrivée du Messie en Israël, n'est pas très ancienne, elle daterait du 14 septembre 2010 et elle avait été faite dans l'émission Conversation d'avenir sur Public Sénat, un programme et une chaîne pas franchement très regardée. Mais vous avez certainement remarqué que depuis l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron en 2017, un an avant les débuts du transit d'Uranus dans le signe du Taureau, on a senti ce basculement avec ce caractère beaucoup plus assumé de cette dimension spirituelle, voire même ésotérique et mythologique qui n'échappe pas aux initiés. Vous avez eu même un petit peu avant l'accession à l'Élysée d'Emmanuel Macron, on a eu cette fameuse déclaration datée du 16 octobre 2016 où Emmanuel Macron avait dit « Je ne crois pas au président normal, la France a besoin d'un président jupitérien ». Donc en fait, il prenait le contre-pied de François Hollande qui avait été élu sur ce slogan « le président normal ». Et donc, bien entendu, ce président jupitérien, le mot jupitérien renvoie à une référence mythologique qui nous est forcément très familière sur cette chaîne. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui a débuté à la fin de 2018, qui s'est prolongé sur l'année 2019, en tout cas une bonne partie de l'année 2019, plusieurs youtubeurs, notamment un en particulier, avaient ressorti d'anciennes déclarations du locataire de l'Élysée qui assumait sa dimension spirituelle et la transcendance, vous vous en souvenez. Ensuite, on a eu le 16 avril 2020, en pleine période politico-pandémique, cette déclaration fracassante sur la bête de l'événement, donc qui est là et qui arrive. Alors, toutes les déclarations et initiatives politiques désormais semblent de plus en plus corrélées avec une dimension spirituelle qui se reflète d'ailleurs dans la loi des nombres, si on se place sur un plan numérologique et qu'on peut retrouver également sur le plan zodiacal et astral. Inutile de revenir sur la fameuse règle des 6 à table, etc. Vous avez vu tout ce cinéma pendant la période du Covid avec toutes les lois liberticides, mais à chaque fois on retrouvait très souvent le 6, même au niveau des dates. Donc là, il faudrait faire une vidéo entière pour en parler. On en a fait de temps en temps au fil de l'actualité, on en a produit quelques capsules sur la chaîne. On a eu ensuite, en 2022, après le début de la recrudescence du conflit russo-ukrainien, le thème du satanisme de Macron qui s'était invité à la télévision. D'ailleurs, on a diffusé un extrait sur une précédente capsule, donc qui était dédié justement à cette fameuse bête de l'événement.
Et donc là, nous sommes en 2023, aux vibrations 7, si on fait la réduction 2023, on retrouve bien le 7, le chiffre magique, c'est un chiffre hautement spirituel. Donc là, on retrouve un deuxième coup d'accélérateur qui s'illustre par ces séquences qu'on est en train de commenter. Donc sur une chaîne mainstream de grande écoute, vous venez de voir à l'instant, donc et vous avez entendu comme moi, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, évoquer la dimension biblique et messianique qui entoure l'idéologie sioniste qui a entraîné la création de l'État d'Israël, source de tant de conflits au Proche-Orient. Alors ce n'est pas la première fois que l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, l'homme qui avait dit non à la guerre en Irak le 14 février 2003, s'exprime sur le caractère millénariste et messianique des conflits au Proche-Orient. J'ai le souvenir d'avoir clairement entendu évoquer cet aspect-là au moment de l'élection de Donald Trump en 2017, mais je n'ai pas retrouvé la séquence vidéo parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de séquences, que ce soit vidéo et des articles, qui sont effacés dans le cadre de cette cancel culture. Pour corroborer les propos de l'homme politique français sur ce caractère biblique et messianique qui entoure la politique israélienne, vous avez cette fois le Premier ministre de l'État hébreu en personne, Benjamin Netanyahou, qui a solennellement déclaré « Nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe ». Alors quelle est donc cette prophétie? La prophétie du prophète Isaïe, en fait, c'est une référence à l'ensemble des prédictions et des messages contenus dans le livre biblique d'Isaïe, qui fait partie de l'Ancien Testament. Isaïe, c'était un prophète hébreu qui aurait vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, et ces prophéties abordent divers sujets, mais l'une des prophéties les plus célèbres, c'est la prophétie messianique qui annonce la venue d'un Messie, un libérateur ou un sauveur. Cette prophétie est souvent citée en référence à la naissance de Jésus-Christ et dans le christianisme. Il y a un exemple de cette prophétie qui se retrouve dans Isaïe 7, 2.14, où il est écrit « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel ». Vous avez bien entendu, c'est le prénom de notre cher président Macron. Cette prophétie est interprétée comme annonçant la naissance de Jésus selon la foi chrétienne. Il existe de nombreuses autres prophéties et enseignements dans le livre d'Isaïe qui couvrent divers aspects de la foi et de l'histoire du peuple d'Israël. Alors pour clarifier cette notion de l'arrivée d'un nouveau Messie, je vais vous donner quelques éléments sur ce concept de Messie ou Messia qui est souvent présent dans de nombreuses religions et traditions spirituelles, chacune bien entendu a sa propre interprétation. Voici quelques points essentiels sur le Messie dans différents contextes religieux. Alors dans le judaïsme, c'est-à-dire dans la tradition juive, le Messie, c'est-à-dire en hébreu le Mashiach, est attendu comme un libérateur qui restaurera le royaume d'Israël, réunira le peuple juif et instaurera une ère de paix et de justice. Les juifs messianiques considèrent parfois Jésus comme le Messie lui-même, tandis que le judaïsme rabbinique attend encore la venue du nouveau Messie. Dans le christianisme maintenant, Jésus est reconnu comme le Messie, annoncé dans l'Ancien Testament. Les chrétiens croient qu'il est venu pour acheter l'humanité de ses péchés et apporter le salut éternel. Du côté de l'islam maintenant, Jésus est appelé Issa en arabe, il est considéré comme un prophète, mais le concept de Messie diffère de la croyance chrétienne. Il est vu plutôt comme un prophète messianique, mais sa mission est liée à la révélation de Dieu et non à la rédemption du péché dans la tradition musulmane. Il y a bien d'autres croyances, il y a d'autres traditions religieuses et spirituelles qui ont chacune leur propre conception de figure messianique. Je ne vais pas tous vous les énumérer, c'est à chacun ensuite d'aller faire ses propres recherches, mais quoi qu'il en soit, si on se place sur le terrain zodiacal, on retrouve bien dans notre ciel de cet automne 2023 l'imprégnation d'une très forte spiritualité qui monte en puissance depuis maintenant de nombreuses années, depuis l'avènement de Neptune, planète à dimension collective et humanitaire dans son domicile en Poisson, signe spirituel par définition. Neptune, vous le savez tous, c'est le maître du Poisson, il est d'ailleurs valorisé dans le thème d'Israël. Si on jette un coup d'œil à la carte du ciel du thème fondateur de l'indépendance d'Israël, on retrouve Neptune valorisé à la cuspide de l'ascendant en maison 12, une zone du ciel chargée de ses vibrations spirituelles et ésotériques. Enfin, Jupiter, planète monde, dans son domicile en Sagittaire, toujours dans le thème astral fondateur d'Israël, on retrouve donc bien le Sagittaire, signe de la foi religieuse, d'où l'impact également très important de ce qui se passe au Proche-Orient en Israël sur le destin de l'humanité. D'ailleurs, on retrouve cet écho de Jupiter céleste de 2023, qui est depuis le 16 mai dernier précisément en Taureau, signe du thème astral de l'indépendance d'Israël, qui reçoit également Uranus. Donc là, on voit bien cette correspondance entre Jupiter, donc du thème fondateur, donc dans le signe du Sagittaire, et Jupiter, donc qui est dans le signe du Taureau, en compagnie d'Uranus. Alors Uranus, on en a très souvent parlé sur cette chaîne, c'est une planète avant tout de liberté et d'émancipation, c'est aussi une planète qui est électrisante, qui a tendance à mettre le focus sur certains événements particuliers, et là vous le retrouvez bien, puisque Uranus séjourne
donc dans le signe du taureau, donc, qui est bien en référence avec le thème d'Israël. Donc là, on a bien les caméras qui sont braquées sur ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, on retrouve bien Uranus, la planète des médias. On retrouve aussi Uranus, donc, qui est une planète qui cherche à transgresser et s'affranchir de toute forme de contraintes spirituelles et naturelles. Donc, la spiritualité et la nature appartiennent à Dieu. La spiritualité donc, appartient à la dimension divine et la nature est façonnée par Dieu. Et là, on retrouve Uranus, justement, la planète du progrès et des nouvelles technologies, qui permet, si vous voulez, la fameuse singularité et donne l'opportunité à une certaine élite de se prendre pour Dieu. C'est ce qu'on expliquait dans la capsule précédente, pour anticiper et devancer, instrumentaliser, jouer aussi avec nos représentations, donc instrumentaliser les prophéties bibliques, mais aussi lancer les trois religions monothéistes les unes contre les autres pour faire avancer un agenda spécifique. Quand vous entendez le Premier ministre israélien dire « nous allons réaliser cette prophétie », la prophétie d'Isaïe, c'est-à-dire faire venir le Messie, ça vient bien confirmer cette volonté de transformer de façon artificielle des prophéties qui sont normalement divines, c'est-à-dire qui nous proviennent du ciel. Et lorsqu'on parle du ciel, on fait bien référence à Uranus, Uranus alias Uranos dans la mythologie grecque, le maître du ciel. Et lorsqu'on parle de transformation, on est bien dans l'univers cette fois-ci de Pluton, Pluton qui maîtrise le Scorpion. Au moment où je m'exprime, nous sommes le 29 octobre 2023, Pluton régit le Scorpion, on retrouve le Soleil, Mercure et Mars dans le 8e signe zodiaque. Pluton, c'est une planète de mutation, de transformation, c'est aussi une planète de pouvoir, c'est aussi la planète du chaos. C'est aussi pour ça qu'il y a le chaos, donc c'est-à-dire que pour faire venir le Messie, eh ben, il faut créer les conditions du chaos, et là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un véritable carnage. Donc là, on retrouve bien Pluton, la planète de la mort, qui pour le moment est encore dans le signe du Capricorne, mais qui s'approche tout doucement donc, de son transit dans le signe du Verseau. Donc quand on parle du Verseau, on parle d'anticipation, de devancer, et on parle bien effectivement des artifices. Alors au moment où on se parle, on est au seuil du retour de Pluton dans le signe du Verseau. Vous savez que Pluton va revenir dans le signe du Verseau après sa première incursion le 23 mars dernier. Il y a eu ce mouvement de rétrogradation, donc en ce moment on a Pluton dans le signe du Capricorne. On va avoir de nouveau Pluton dans le signe du Verseau pendant quelques mois à partir du 20 janvier 2024. Il y aura ensuite à nouveau une rétrogradation pour retrouver Pluton dans le signe du Capricorne. Et ensuite, de plein pied, nous aurons le 19 novembre 2024, Pluton qui va transiter durant les 20 prochaines années dans le signe du Verseau en disharmonie avec le signe du Taureau. Et Pluton, vous le savez, c'est une planète de régénération, donc il va venir faire régénérer, émerger donc cette fameuse bête de l'événement, cet antéchrist dont on parle tant. Et nous aurons également Pluton qui sera en revanche en harmonie avec l'ascendant Balance du thème d'Israël. Donc l'ascendant Balance, gouverné également par Vénus comme le signe du Taureau. Je propose maintenant de commenter une autre séquence qui est assez mystique, cette séquence où vous avez cet activiste du collectif Dernière Rénovation, donc qui a fait éruption sur le plateau de BFM TV à 12h07 en présence de Marion Maréchal, donc qui s'est exprimé, qui était interviewé. Donc là encore une fois, on retrouve le 7, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ce militant donc écologiste donc a investi le plateau, donc vous avez vu qu'il a pris carrément ses aises, donc il s'est installé en plein milieu de la table du studio TV, donc où il a pris la pose qui ressemble étrangement à celle de Baphomet. Alors Baphomet, c'est une figure ésotérique qui a été très souvent associée à diverses traditions ésotériques, notamment l'occultisme, la magie, et plus particulièrement à l'histoire des Templiers. L'image de Baphomet est souvent représentée comme une créature avec une tête de bouc, des ailes d'ange et des éléments hermétiques symbolisant divers aspects de la spiritualité et de l'alchimie. Baphomet, c'est devenu un symbole très controversé et très mystérieux qui a été interprété de différentes manières par différents groupes au fil du temps. Certains le considèrent comme un symbole de mysticisme et de connaissances ésotériques, tandis que d'autres l'associent à des conceptions beaucoup plus sombres et des accusations d'hérésie. Alors si on se focalise maintenant sur l'inscription qui figure sur le t-shirt du jeune homme, on tombe sur ce chiffre de 521 jours. Donc si on calcule à partir de la date d'enregistrement 22 octobre 2023, et donc on compte 521 jours, on tombe sur la date du 26 mars 2025. Alors que va-t-il se passer ce jour-là? Je vous mets la carte du ciel, vous l'avez sous les yeux, et laisse planer le mystère entier en cette période Scorpion, signe des énigmes et du mystère, et je vous invite à chercher, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On essaiera un petit peu plus tard d'y revenir pour tenter de lever le voile sur ce qui pourrait se passer. J'ai déjà ma petite idée, mais j'attends un petit peu de pouvoir creuser. Pourquoi pas, si vous pouvez m'apporter un petit peu d'eau à mon moulin, ce serait parfait.
Attendant, j'ai fait quelques recherches rapides sur le collectif Dernière Rénovation. Il s'agit bien d'un groupe d'activistes écologiques chargés de sensibiliser le public à la menace du réchauffement climatique par des coups d'éclat qui visent souvent d'ailleurs à défigurer des œuvres d'art. Alors ce groupe est financé par Climate Emergency Fund. Donc c'est un fonds et un réseau qui a été créé en 2019. Vous voyez, 2019, encore une fois, ça correspond au début du transit d'Uranus dans le signe du Taureau, puisqu'il y a une première incursion mi-mai 2018, mais ensuite on a eu Uranus de plein pied à partir du 5 mars 2019. Donc en fait, ce fonds vise à soutenir les activistes individuels et les organisations œuvrant pour sensibiliser le public à la menace du changement climatique, également dans la même lignée que Extinction Rébellion et Scientist Rébellion. Ce bailleur de fonds soutient le réseau A22, dont est membre Dernière Rénovation, Just Stop Oil ou Soulèvement de la dernière génération. Alors il faut savoir que les 3 fondateurs de ce collectif Dernière Rénovation, ils avaient d'abord participé à Extinction Rébellion, donc c'est un groupe également d'activistes écologiques, climatiques également, qui prônent la désobéissance civile. Si vous vous en souvenez, on avait déjà produit une capsule qui s'intitulait Désobéissance civile, une arme à double tranchant, et donc je vous avez expliqué, c'est un petit peu comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur, il y a la bonne désobéissance civile, et il y a la mauvaise désobéissance civile. La bonne désobéissance civile, c'est par exemple de rester à la maison et ne pas aller chercher son passe vaccinal au moment où on nous l'a imposé, ne pas aller au restaurant, boycotter certains endroits, certains lieux publics qui prenaient, donc qui nous imposaient d'avoir un pass, d'avoir ce Ausweis des temps modernes pour pouvoir y rentrer. Donc ça, c'était la très bonne désobéissance civile. Et puis vous avez la mauvaise désobéissance civile, et ben c'est celle-là. Alors pourquoi c'est celle-là? Parce qu'on a déjà débunké concernant le mythe climatique, et vous avez vu dans une précédente vidéo, en tout cas pour ceux qui me suivent de façon fidèle, et je les en remercie, vous avez vu le fameux Al Gore, qui fait partie justement du plan et qui depuis des années sillonne les États-Unis et le monde entier, donc pour nous vendre donc sa salade qui n'est pas fraîche. Et vous avez vu donc ce qu'il a dit concernant la jeunesse, que c'est la jeunesse qui va être à l'avant-garde justement de cette révolution verte. En fait, ces jeunes sont malheureusement pilotés, ils sont instrumentalisés pour accompagner, c'est ce qu'on expliquait, ce fameux agenda. Alors cet agenda, c'est bien sûr l'agenda 2030 et tous les projets qui gravitent autour du World Economic Forum de Klaus Schwab. Alors si on parle maintenant des noms et des prénoms de ces 3 fondateurs, on retrouve en premier lieu Trevor Nelson, qui est un entrepreneur à succès. C'est un ancien de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc là, il n'y a pas de hasard encore une fois. Par contre, il vient tout récemment de se désolidariser de ce groupe parce qu'il trouve qu'il devient trop violent. Le deuxième nom, c'est celui de Rory Kennedy. Alors Kennedy, tout de suite, ça vous parle, forcément, ça fait référence à cette dynastie très célèbre des Kennedy, de la famille Kennedy. Elle est réalisatrice et productrice de documentaires américains. C'est la fille posthume de Robert Francis Kennedy Sr., qui était sénateur américain de l'État de New York. C'est un ancien procureur général des États-Unis qui avait été assassiné le 6 juin 1968. Alors cette fameuse Rory Kennedy, elle fait partie de cette famille Kennedy qui est décidément poursuivie par la malchance, par le malheur, par les tragédies, puisque si vous lisez son histoire, vous verrez qu'elle a perdu un frère, etc. Donc là, je laisse ça de côté. Par contre, c'est très intéressant, bien sûr, de se pencher sur son frère, puisqu'elle est la sœur de Robert Francis Kennedy Jr. Donc là, ça nous intéresse au plus haut niveau, puisque vous le connaissez très bien, vous le connaissez tous désormais très bien, pour son combat de longue date, pour prouver le lien existant entre le biberon et certaines maladies. Vous savez que Robert Francis Kennedy Jr., il a été popularisé, il a énormément gagné en visibilité ces derniers temps, surtout depuis le Covid, depuis la crise Covid, pour devenir la figure de proue et la figure emblématique des anti-vaccins, en tout cas du côté des médias mainstream, c'est comme ça en tout cas qu'il est estampillé. Robert Francis Kennedy est très engagé, comme sa sœur, sur les questions relatives au changement climatique, et il est, comme vous le savez, désormais candidat à la présidentielle américaine de 2024. Là, je vous renvoie à un article qui est paru sur mon blog le 24 septembre dernier, intitulé « Un antivax complotiste à la Maison-Blanche en 2024 », point d'interrogation, thème astral de Robert Francis Kennedy Jr. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que je dis qu'il va être président des États-Unis, mais il y a une discussion qui est quand même très intéressante à avoir. Dans cette publication, vous verrez que j'essaye de faire une présentation équilibrée de qui est réellement Robert Francis Kennedy Jr., où je rappelle les principaux tenants et aboutissants de son valeureux combat, qui lui valent d'ailleurs d'être présenté, comme je vous le disais, comme un théoricien du complot par la presse mainstream, mais aussi il y a cette part d'ombre concernant la question relative au climat, dont vous savez désormais que c'est la deuxième phase de la même pièce que le Covid. En somme, la même pantalonnade mondiale.
Alors au-delà du fait de chercher les correspondances astrales pour voir si déjà le thème astral de Robert Francis Kennedy, il est en correspondance, il rentre en résonance avec le thème astral fondateur de l'indépendance des États-Unis, également avec les conjectures qui vont se former au moment de la campagne électorale, les primaires, mais également au moment de l'élection. Je m'intéresse aussi, ou du moins je mets le focus sur cette prudence à avoir sur ceux qui idéalisent ce personnage qui, malgré la classe, le courage, la trajectoire et le parcours qui est, c'est vrai, semé d'embûches, pourrait nous faire, comme je le dis dans ma publication, une Tsipras carabinée ou une Mélonite aiguë, comme Giorgia Meloni. D'ailleurs, est-ce que c'est un hasard, mais il est du même signe zodiacal que Giorgia Meloni, dont on a tant parlé dans une précédente vidéo concernant les migrants. Et ensuite, la troisième personnalité qui a fondé ce collectif, c'est Eileen Getty, fille et héritière de Jean-Paul Getty, industriel américain, multimilliardaire qui a fondé Getty Oil. Vous avez vu que c'est quand même assez cynique parce que ce sont souvent des gens qui sont impliqués dans l'industrie du pétrole, qui se sont très souvent investis, qui ont souvent mis leurs billes et de l'argent pour sponsoriser donc tous ces groupes de militants et d'activistes écologiques, donc pour venir faire porter le chapeau à l'ensemble de la collectivité humaine, donc du réchauffement climatique et de tous les désordres qui concernent l'environnement. Alors qu'en fait, ce sont derrière des manias du pétrole. Donc, voilà, mon intervention s'arrête là. Je vais vous laisser avec différentes séquences vidéo, différents morceaux choisis, avec comme fil rouge, malheureusement rouge sang, dans tout ce qui se passe au Proche-Orient. Donc effectivement, c'est terrible. Vous verrez que j'ai introduit une petite séquence néanmoins humoristique, mais avec toujours en toile de fond un message caché. On est dans l'univers du Scorpion. Vous savez que le Scorpion, c'est un signe qui a un sens de l'humour extrêmement corrosif. Donc j'espère que vous avez, malgré les événements, toujours gardé votre sens de l'humour. Israël, samedi 7 octobre 2023, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la bande de Gaza. Il est 6h du matin, le festival de musique Supernova est en train de s'achever. Des participants filment la scène. Soudain, au loin du côté de la bande de Gaza, des roquettes s'envolent dans le ciel. Le Hamas vient de lancer l'opération Déluge d'Al-Aqsa. D'ici quelques heures, les assaillants du Hamas vont tuer plus de 250 personnes sur les lieux du festival. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme. Et il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse. Restons unis. Unis pour nous-mêmes. Unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Je vis ça comme une mission. J'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et quel a été le résultat? Nous n'avons jamais frappé notre ennemi aussi fort. Je veux souligner que ce n'est que le début. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Tsahal appelle à l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza, de leurs maisons vers le sud. Qu'il faut dire un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. Non, mais vous êtes sérieux là? Parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Je la commence pas du tout avec le sourire. Et j'ai même failli rebrousser chemin parce que l'actualité du moment et ce qui se passe en Palestine est en train de m'arracher le cœur. Vraiment, je pèse mes mots. Des atrocités, une inhumanité, une désolation, un chaos total. C'est une atrocité. Ce qui se passe, c'est très grave. Il y a là, on a dépassé le stade des 2700 enfants morts, des 16 000 blessés. On est en train d'assister à un nettoyage ethnique, à un génocide, et personne ne bouge, et ça me tue un peu plus chaque jour. Je vous le dis, j'ai vraiment du mal. J'ai même hésité à venir parce que je suis bouleversée, parce que je dors pas, parce que je ne pense qu'à ça. Et en vérité, tout le monde devrait penser qu'à ça parce que c'est inhumain ce qui se passe. Et on devrait tous être derrière les gens et derrière un peuple
désarmée, composée à 70% d'enfants, de jeunes, et c'est eux qui trinquent. Moi qui suis maman, qui ai accouché il n'y a pas longtemps, mon enfant a été prématuré. J'ai vu là, juste avant de partir, que 15 hôpitaux avaient dû fermer parce qu'il n'y a plus de fuel, il n'y a plus d'électricité. Et les enfants qui sont dans les couveuses sont en danger de mort, ils vont devoir être débranchés. Les malades n'ont plus d'antidouleur, on peut soigner personne. Les bombardements continuent sur des résidences, sur des hôpitaux, sur des civils tout simplement, sur des civils innocents qu'on continue à tuer. Et voilà, c'est une des armées les plus équipées au monde, les plus fortes au monde, qui abat sa foudre sur une enclave, sur la bande de Gaza, qui est déjà une prison à ciel ouvert depuis plus de 20 ans. Je trouve que c'est abominable ce qui se passe et je suis vraiment scandalisée qu'il y ait très peu de gens qui en parlent. Moi, je vous l'ai dit, et je l'ai dit pour ceux qui me suivent sur Instagram, je m'en tape complètement de faire des vues, de faire des likes, d'avoir des contrats. C'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est de rassembler. Ma vie, c'est de partager avec des êtres humains dans les mêmes valeurs et de ne pas laisser tomber son prochain. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de laisser tomber des êtres humains, qu'on est en train de les laisser livrer à leur propre sort, et je trouve ça dégueulasse. Donc moi, je me lèverai jusqu'à mon dernier souffle pour la Palestine, pour sa dignité, pour les gens là-bas, parce que en plus de s'être fait voler leur terre, là, ils sont victimes tout simplement d'un génocide et c'est inadmissible, très clairement. Et si on ajoute à ça la censure et le traitement médiatique qui est fait, c'est scandaleux. Les balles claquent, les assaillants sont là. Des commandos du Hamas surgissent de toutes parts, selon des témoignages recueillis par la presse israélienne. Ils tirent dans la foule à l'arme automatique. Depuis le tableau de bord d'une voiture garée sur place, une caméra filme. Ici, un milicien du Hamas, armé d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov, capture un participant. Couvert de sang, il sort du champ de la caméra, les mains sur la tête. Quelques secondes plus tard, un autre attaquant, armé d'un fusil d'assaut, apparaît à droite de l'écran. Il s'approche en courant de l'arrière d'une voiture où un homme est au sol, vraisemblablement blessé. Sur la suite de la séquence que nous avons choisi de ne pas montrer, l'attaquant l'abat à bout portant. 2 jours après la tuerie, des familles restent sans nouvelles de leurs proches et appellent à l'aide. Er hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. Je suis choqué parce que j'aime Karim. Et je le connais depuis plus de 20 ans. J'ai eu un problème hier quand j'ai écouté Karim, mon ami. Je me suis dit, mais où est le Karim que j'aime? Où est le Karim avec sa compassion pour toutes les causes? Et je vais te dire ce qui me scandalise triplement, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui subit la colonisation, des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des meurtres d'enfants. Au cours des 10 dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux? Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui par rapport à ce que subit le peuple israélien. Mais ce 2 poids 2 mesures, cette indignation à géométrie variable me choque. Moi, Karim Zerebi, français, républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerais de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim. Les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas le monologue. Les monologues, c'est insupportable. Mais enfin, écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment n'arrange rien. Dominique de Villepin recadre en plein direct Apolline de Malherbe sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. L'ancien Premier ministre dénonce le traitement à géométrie variable des politiques et des médias concernant la situation catastrophique à Gaza. Selon Dominique de Villepin, il y a un 2 poids 2 mesures flagrant, notamment entre l'Ukraine et la Palestine. D'un côté, indignation et condamnation des politiques et médias concernant la mort de civils en Ukraine par l'armée russe. De l'autre côté, un silence assourdissant et absence totale de condamnation concernant les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. 9, à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, de ce 2 poids 2 mesures qui est dénoncé partout dans le monde, et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine. Et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza. International, nous sanctionnons la Russie quand elle agresse
l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte Mais pas. vous avez Donc, que fallait-il faire? est-ce que nous allons assassiner l'avenir en trouvant les mauvaises réponses? Assassiner l'avenir? Assassiner l'avenir, pourquoi? Mais qui assassine qui? Mais vous êtes à la recherche. Non, je voudrais comprendre parce que c'est vrai que vous êtes dans un jeu. Vous êtes dans un jeu de cause et d'effet. Dans la chaîne des causalités, face au tragique de l'histoire, on ne peut pas prendre cette grille d'analyse, tout simplement parce qu'on n'en sort pas. Là aussi, on ne veut pas transiger. Et tout ce que porte le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment n'arrange rien, y compris depuis le 7 octobre. Donc, dans ce contexte, mesurons que nous sommes déjà dans cette région devant un problème qui paraît profondément insoluble. La faute à qui? C'est là que j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Mais Madame la faute à Apolline de Hamas. Malherbe, moi je suis par formation diplomate. La question de la faute, elle sera traitée par les historiens et elle sera traitée par les philosophes. Mais vous pouvez pas. Ça veut dire que Mais comment on fait pour proportionner par rapport à la barbarie? C'est plus armée contre armée. Mais enfin, écoutez, Madame C'est quoi Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Alors parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Bien sûr que si. Est-ce qu'il faut faire Mais je le fais. Mais non, c'est vous qui le faites. Non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que je renvoie dos à dos les fautes. Un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité. Et l'équipe israélienne n'a pas forcément voulu, au cours des dernières années, faire émerger un leadership palestinien. Beaucoup sont en prison. Et l'intérêt d'Israël, parce que je le redis, c'était pas dans le logiciel et dans l'intérêt d'Israël à l'époque, pensait-il, c'était au contraire de diviser les Palestiniens et de faire en sorte que cette question palestinienne s'efface. Eh bien, cette question palestinienne, et c'est ça qui est nouveau, et c'est de là qu'il faut partir, parce que nos yeux doivent être dessillés, cette question palestinienne, elle ne s'effacera pas. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias déteste la France insoumise et il en a profité pour faire un nouvel album. Découvrez ses nouveaux titres. Dégommez-moi tout ça. Dégommez, ça leur apprendra. Dégommez-moi tout ça. Dégommez, ça leur apprendra. Dans son nouvel album, le célèbre chanteur du Mendiant de l'amour chante enfin ce qu'il pense tout haut. Les gens de chez elle, les filles c'est pire que les nazis. Faut les prendre dans un coin, leur apprendre la vie. Les gens de chez elle, les filles c'est rien que des pourris. Jean-Luc Mélenchon, moi je l'ai jamais senti. Mais comme à son habitude, Enrico Macias nous livre une leçon de tolérance et d'amitié. Je suis vraiment pas fan de tous ces insoumis. Moi je veux qu'ils die. Moi j'aime pas vraiment les gens des insoumis. Die. Le nouvel album d'Enrico Macias. Il a sorti une boulette, il en a fait un couscous.